Bonjour Mallory Nataf. Bonjour Abdel. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Objectif Gare. Alors hier, mercredi, vous êtes allé à la rencontre des élèves de l'Institut Saint-Stanislas à Nîmes. Une rencontre avec les collégiens, avec les lycéens. Mallory Nataf, comment s'est déroulée cette rencontre ? J'étais très impressionnée parce que les enfants, c'est très impressionnant. Ils sont pas encore faits. Donc tout ce qu'on leur dit, ça a un impact. Et ils ne me connaissent pas du tout. Je suis pas de leur génération. Donc pour eux, je suis une vieille. Donc Ils ne vous avaient pas vu dans les séries parce que on va rappeler quand même pour nos téléspectateurs, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, Mallory Nataf, bien évidemment, c'était une star de chez AB Productions dans les différentes séries dans les années 90. On pense à Premier baiser, Hélène et les garçons, mais surtout vous aviez le rôle principal de Lola Garnier, si je me trompe pas, dans Le miel et les abeilles. Oui, c'est ça. Parlez-nous un peu de cette histoire folle autour d'AB Productions et de ces séries. Ce qui est un peu incroyable, c'est que j'étais mannequin, moi, depuis 1 mois et demi. Et c'était mon premier casting de comédie. J'ai passé ce casting, il était 22h. Et je ne savais pas que c'était un casting de comédie. Je croyais que c'était une pub. D'accord. J'avais fait 12 castings avant, j'étais épuisée. Et je rentre chez moi, il était minuit. Et 48 heures après, j'ai un coup de fil d'une dame qui me dit « Vous avez décroché le rôle principal dans une série, il faut venir à la production pour faire des essais de costumes. » Ah oui, d'accord. Je raccroche. J'étais en train de faire à manger pour mon ami de l'époque, on habitait ensemble, je lui faisais des œufs mimolettes. Ah oui, vous avez de la mémoire. Ah oui, il me dit Franck, qui est-ce qui téléphonait? Je dis, oh laisse tomber, c'est une erreur. Ça veut dire, je n'y ai pas cru. Donc je ne me suis jamais présentée à la production, jamais. D'accord. Et ils ont rappelé 3 jours après, complètement paniqués. En me disant, mais vous êtes où ? Et vous êtes où ? Et ils ont eu de la chance parce que si jamais ils étaient tombés sur le répondeur, je n'y aurais pas cru, je ne les aurais jamais rappelés. Et c'est là qu'ils m'ont dit, mais madame, on vous attend, vous avez décroché le rôle principal d'une série. Donc j'ai finalement réussi à y aller et j'ai commencé à tourner 5 jours après le casting. Et surtout, on le voit dans les témoignages de tous les acteurs de l'époque dans ces séries, c'est que le rythme était infernal parce que c'était du matin très tôt jusqu'à très tard le soir et puis vous enchaîniez effectivement les séquences d'enregistrement. On faisait un épisode par jour et nous, en fait, on était la série qui tournait le mieux. Donc au bout d'1 an, on a commencé à terminer à 19h. Et ça a créé la révolution sur tous les autres plateaux qui ont dit pourquoi eux ils finissent à 19h alors que nous on finit à 22h ou 23h. Donc le producteur nous a convoqués et nous a dit il faut faire traîner, il faut faire semblant. Je peux pas vous laisser partir à 19h parce que tous les autres ils m'ont fait une crise. Ah oui, d'accord. Donc on faisait traîner. Donc j'avais négocié avec la régie, donc avec le réalisateur, que quand on avait un fou rire, ils nous laissaient, ils arrêtaient de tourner et ils attendaient qu'on ait fini notre fou rire. C'est quand même génial. En effet. Et vous continuez en plus aujourd'hui, puis ça vous arrive de faire encore des apparitions. Je crois qu'il y a une série qui est encore à l'antenne sur TMC, c'est Les Mystères de l'amour. Et on vous y a vu à travers différentes apparitions. Oui, j'apparais de temps en temps dans Les Mystères de l'amour. Là, pour l'instant, le producteur n'a pas réécrit pour mon personnage, mais je suis dans les épisodes de Noël. Mais je n'ai pas beaucoup de texte à dire. Parce que quand le producteur écrit pour mon personnage, ça tire sur 2-3 épisodes et c'est d'autres personnages qui sont mis dans l'ombre. Et moi, je ne suis qu'une intervenante. C'est centré essentiellement autour des acteurs d'Hélène et les garçons. Il faut se rappeler, vous le disiez tout à l'heure en introduction, que vous avez rencontré des jeunes de Saint-Stanislas à Nîmes hier matin. Et en fait, peut-être qu'ils ne se souviennent pas de vous, qu'ils ont regardé un petit peu sur Internet, mais il faut se rappeler qu'à l'époque, les séries d'AB Productions, c'était un phénomène médiatique très très important, presque un peu aujourd'hui comme les réseaux sociaux où les jeunes sont souvent présents. Et donc, ce qui est important, c'est le parcours que vous avez connu, c'est-à-dire qu'à la fin de ces séries, dans les débuts des années 2000, il y a eu effectivement une descente aux enfers, c'est-à-dire que vous étiez en haut de l'affiche, et puis très vite les choses ont basculé. Non, à la sortie de la série Le miel et les abeilles, j'ai fait Sous le soleil. Ensuite, j'ai fait 4-5 ans de théâtre. Tous les jours, j'ai joué avec des très bons acteurs, des acteurs de la comédie française, avec Bernard Ménez, des comiques, des acteurs de boulevard. J'ai accouché de mon premier enfant en 98, de mon deuxième enfant en 2001
et de mon troisième enfant en 2009. Et ma descente aux enfers a commencé en 2011. Exactement. Et j'ai fait la ferme célébrité en 2004. Ah oui, c'est vrai. Donc j'ai continué à faire des choses pendant que j'élevais mes enfants, mais j'ai choisi d'être mère au foyer. C'est un choix déterminé de ma part. Bien sûr, assumé. Assumé. Quand j'ai accueilli mon premier enfant, j'étais tellement heureuse de ce petit qui arrivait dans ma vie que j'ai décidé de me consacrer à lui et à mes enfants. Et en fait, en 2011, en 2009, j'ai rencontré le troisième papa de mon troisième enfant. Et ça s'est très mal passé avec ma famille. Il y a eu des gros problèmes familiaux, je me suis retrouvée dans des procès, j'ai perdu ces procès et j'ai perdu la garde de mes enfants. Et quand j'ai perdu la garde de mes enfants, je me suis écroulée. Mais comme c'est en 2012, je crois. Le pic, il est là en 2011. 2011 et puis en 2012, vous vous retrouvez presque à la rue. Je me trouve à la rue en 2012. Mais en fait, j'ai analysé ce qui m'était arrivé. C'est qu'en fait, j'étais tout en haut de l'affiche. Ça a été vraiment une reconnaissance, une gloire très violente. Avec, j'ai fait des parutions, j'ai fait, je ne sais pas, 300 couvertures de magazines, 90 émissions. Oui, ce que je disais, à l'époque, c'était un phénomène incroyable. Incroyable. Et il y a eu, ça a généré beaucoup de jalousie. Et les gens, en fait, ont tait cette jalousie. Et quand ils ont eu l'occasion de me tirer dessus, ils l'ont fait. Et dans ma famille, ils m'ont tiré dessus. Et c'est comme ça que j'ai perdu mes enfants. Et en fait, quand j'ai perdu mes enfants, je me suis écroulée. Vous savez, il y a des mères qui se mettent le feu, qui se suicident, qui deviennent alcooliques. Moi, on m'a pris mes petits. C'est comme si on m'avait pris ma vie. Et là, j'ai plus pu payer une facture, j'ai plus pu m'occuper du loyer, de la CAF, des contraintes quotidiennes. Oui, vous étiez dans une forme de dépression sévère. Ah non, je suis tombée par terre, Abdel. Je me suis écroulée. Et j'ai tout perdu. En 6 mois, j'ai tout perdu et je me suis retrouvée à la rue. Et je me suis retrouvée à la rue pendant 8 ans. Ce que vous avez expliqué dans les différents témoignages que vous avez pu faire, ce que vous avez peut-être effectivement aussi évoqué hier avec les jeunes de Saint-Stanislas, c'est que vous avez trouvé quand même du réconfort aussi dans la rue, avec des gens bienveillants qui ont été là aussi. Oh, l'Île-de-France, les Franciliens ont été adorables avec moi. Je n'ai pas tendu la main dehors. J'étais plutôt dans une posture bouddhique, de méditation, ou alors de trekking dans l'Himalaya, ou alors comme un GI, comme un soldat. J'ai eu l'impression de faire 8 années de l'armée, quoi. J'ai l'impression d'être allée à l'armée. Mais en fait, les gens me prenaient la main et me mettaient de l'argent dans la main tous les jours. Ce qui m'a permis de manger, de me laver, de changer d'affaires régulièrement. Je fume, donc de m'acheter mes cigarettes, de payer mes cafés, de pouvoir lire. Je lisais quand j'étais dehors pendant 8 ans. Je lisais entre 5h et 6h par jour des news, Le Monde, Les Échos, La Tribune, pour rester connecté au monde. Donc j'étais pas du tout déconnectée. Donc j'ai installé une vie autrement. Vous savez, au Japon, les gens travaillent et la nuit ils dorment dehors. Parce que les logements sont trop chers au Japon. Donc j'ai plutôt vécu de cette façon-là. Je me suis pas laissée chuter, j'ai pas basculé dans la drogue, dans l'alcool, dans la dépression. Au contraire, j'étais plutôt très optimiste. Qu'est-ce qui a été par ailleurs le plus difficile dans la rue? Le froid. Donc pendant 6 ans, j'ai senti le froid. Et au bout de 6 ans, j'ai compris le truc. J'ai trouvé une bouche de chaleur et je bougeais plus. Et j'avais plus froid. Mais j'ai marché 15 heures par jour pendant 5 ans. Dans ces différents témoignages, y compris ce matin sur Objectif Gare, c'est aussi une forme d'hommage que vous voulez rendre aux SDF, aux sans domicile fixe, qui sont dans la rue, parce qu'on a tendance, du coup, des fois, à avoir un regard qui peut être critique sur ces gens qui ont vécu un accident de la vie. Moi, j'ai fait pénitence dehors, Abdel. Je suis très croyante, je suis chrétienne, extrêmement croyante. J'ai fait pénitence, je suis allée dehors pour racheter mes fautes et racheter mes erreurs. Moi, je pense que les gens... C'est la foi qui vous a guidé? C'est la que foi vous essayez de nous dire. Ah oui, c'est la foi qui m'a guidée. Et je pense que les gens qui sont dehors, ils ont quelque chose à payer. Je pense qu'il y a quelque chose à payer. Dieu vient prendre un tribut. Et il y a aussi un enseignement. L'enseignement qu'on reçoit quand on n'a plus rien n'a rien à voir avec l'enseignement qu'on reçoit de l'école ou même de l'école de la vie. Dehors, l'enseignement, il est brut. Moi, j'avais des questionnements spirituels. Je n'en ai plus à l'heure d'aujourd'hui. On a répondu à mon questionnement spirituel quand j'étais dehors. Même si on va quand même préciser quand même que les personnes qui sont dans la rue peuvent vivre aussi un accident de la vie qui les amène dehors, et c'est pas forcément parce que Dieu veut les punir. On fait une pénitence. Et d'ailleurs, on vit comme un pénitent.
on n'a rien. Mais vous savez que les plus grands chrétiens, que ce soit Saint François de Sales, on parle de Saint Stanislas, l'abbé Pierre, enfin l'abbé Pierre, le pauvre, il est sous le coup de révélations posthumes, mais les grands saints, Jésus-Christ, il n'avait rien, il marchait sans rien dans la ville, dans le désert. Je crois que quand on veut avoir des illuminations et une connexion divine, c'est le meilleur moyen d'y arriver. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et aujourd'hui, vous vivez où, Mallory Nataf ? Je vis dans le Marais, à Paris, en plein centre de Paris. Mon père m'a logé. Il a payé pour que je puisse avoir accès à un logement. J'ai une petite retraite de l'AH. Je vis chichement, mais je peux assumer mes dépenses quotidiennes. C'est pas facile tous les jours, tout simplement parce que je vieillis. Vieillir n'est jamais évident. Et puis j'ai eu une expérience et des expériences de vie qui ont été très violentes, que ce soit la célébrité, que ce soit la perte de mes enfants, que ce soit la vie dans la rue. J'ai eu une vie qui était très dense et remplie d'expériences, certes enrichissantes, mais violentes. J'ai eu une vie violente. Donc, et tout ça, vous l'avez couché à l'écrit, oui, je puisque l'ai écrit. Vous avez écrit un livre. Alors, je ne sais pas si vous avez trouvé un éditeur, mais non, l'idée je cherche un éditeur. C'est de pouvoir le publier en 2025 pour raconter. Oui. Alors non pas de manière chronologique, j'ai compris que c'était pas dans cet esprit-là que vous l'aviez écrit, mais coucher en tout cas ce que vous avez vécu. Oui, j'ai des rendez-vous avec des éditeurs en janvier. On va voir si ça va donner un résultat. Parce que vous savez, quand vous n'êtes pas sous les feux de la rampe, quand vous n'êtes pas à la mode, et je ne suis à l'heure d'aujourd'hui plus à la mode, c'est très difficile, tout est très compliqué. Donc tout est un peu miraculeux. Donc on en revient à ce que je disais, voilà, c'est là, il faut avoir la foi. Mais j'espère que je vais pouvoir signer ce livre. Je suis assez contente de l'écriture et peut-être que ça peut intéresser certaines personnes d'avoir des précisions sur mon parcours. Et est-ce que vous êtes heureuse aujourd'hui, Mallory Nataf ? Je peux pas dire que je suis heureuse, Abdel, mais je suis en paix. Et ça n'a pas de prix. Et Nîmes ? Vous l'avez visité, vous avez eu le temps d'aller vous balader un petit peu dans Nîmes ? Un petit peu dans Nîmes. C'était la première fois que vous veniez à Nîmes ? Oui, c'est la première fois que je venais à Nîmes. Alors comment vous trouvez notre ville ? Oh, comme toutes les villes de France. Je pense que la France est un très très beau pays et qui regorge de merveilles. Et Nîmes est une merveille. Et on marche sur l'histoire avec les arènes, la maison carrée. Oui, on m'a fait visiter un petit peu tout ça. Mais c'est finalement l'amour que les gens arrivent à se donner qui est important. Et les gens du Sud ont une réputation pour ça qui est exceptionnelle par rapport aux gens du Nord, parce que Paris, c'est une ville du Nord. Donc on sait que les gens du Sud, ils ont un grand cœur. Donc votre réputation vous précède. Merci beaucoup, Mallory Nataf, d'avoir été avec nous ce matin sur Objectif Gare. Et merci aux Nîmois et merci aux Gardois. À très bientôt. À très bientôt, au revoir.